Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence organisée par le PJB et intitulée « Où va la Chine? Force et faiblesse d'une superpuissance ». Alors tout d'abord, merci à vous tous qui nous suivez ce soir. Merci tout particulièrement à Gérard Roland d'être avec nous ce soir, au micro de Jean Vogel pour donner cette visioconférence. Gérard Roland est professeur en sciences politiques à l'université de Berkeley en Californie. Alors, vous êtes invité à poser des questions tout au long de cette conférence via le petit onglet Q&R, questions-réponses qui se situe en bas à droite de l'écran. On s'occupera de les poser à l'issue de la rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Avant de donner le relais à Jean Vogel, je vais peut-être rappeler les prochaines visioconférences qui auront lieu à l'UPJB. La première, la semaine prochaine, donc c'est le vendredi 18 juin à 20h15, comme toujours, avec Nicolas Latteur, qui viendra parler de la réinvention du travail et des modalités de travail à l'ère du Covid. Nicolas Latteur est sociologue et formateur au Centre d'éducation populaire André Genot. Et puis ensuite, dans 2 semaines, vendredi 25 juin, ce sera la dernière rencontre de la saison avec Anne-Sophie Dreyfus, qui, elle, est éditrice, a cofondé les éditions de l'Antilope en 2016. Cette maison d'édition a notamment publié le dernier roman d'Irène Coffer, qu'on a reçu ici il y a 2 ou 3 semaines, donc d'e-book. Donc cette maison d'édition a pour ambition, je cite, de rendre compte de la richesse et des paradoxes de l'existence juive sur les 5 continents. Alors, les conférences de l'UPJB sont en ligne sur la chaîne YouTube de l'UPJB. Donc n'hésitez pas à la consulter. Cette conférence-ci sera publiée dans le courant de la semaine prochaine. Enfin, n'hésitez pas à les visionner, revisionner jusqu'à plus soif. Et je laisse la parole à Jean Vogel. Merci. Merci beaucoup et bonjour Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le titre de la conférence, c'est « Où va la Chine? Force et faiblesse d'une superpuissance ». La première question, peut-être sur laquelle il faut s'arrêter logiquement, c'est la Chine est-elle devenue une superpuissance et le manifeste-t-elle, en a-t-elle conscience? Alors, je voulais introduire et avant de te passer la parole, simplement en juxtaposant 2 citations. Au début 1992, peu après la disparition de l'Union soviétique, Deng Xiaoping a rédigé une directive qui est connue en Chine comme la directive en 10 caractères sur la conduite de la Chine dans le monde en politique internationale, où il disait: observons avec calme, garantissons nos positions, gérons les affaires avec sang-froid, cachons nos capacités et attendons notre heure, sachons garder un profil bas et ne prétendons jamais au leadership. Sachons garder un profil bas. Le profil bas, c'est par là que cette directive est passée à l'histoire, et c'est ce que la Chine a manifesté dans les années, les longues années qui ont suivi, notamment à l'occasion de différentes crises internationales. 25 ans plus tard, nous sommes en 2017, et l'actuel président chinois, Xi Jinping, va faire 2 discours. Le premier en janvier au Forum économique de Davos, devant le gratin du capitalisme international, si j'ose dire. On est à quelques jours de l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis avec son programme America First. Et Xi Jinping se présente et présente la Chine comme le garant du libre-échange, le garant d'une économie mondiale ouverte et de l'accentuation du processus d'ouverture et d'échange international. Et quelques mois plus tard, en septembre, octobre, je ne sais plus, au 19e congrès du Parti communiste chinois, dit: nous sommes entrés dans une nouvelle ère, la Chine est désormais en passe de devenir une grande puissance, la période qui s'ouvre devant nous, c'est une période qui se divise en 2, de 2020 à 2035, nous devons gravir tous les sommets en matière économique, technologique et scientifique et assurer complètement notre modernisation militaire.
et la période de 2035 au 100e anniversaire de 2049, la Chine se hissera au premier rang du monde en termes de puissance globale et de rayonnement international. Donc il y a là une assertivité de sa nature de superpuissance et même de sa vocation à devenir la première puissance du monde. Alors, qu'en est-il par rapport à cette transformation donc sur 30 ans, en 25 ans du discours chinois et quelle réalité, à ton avis, reflète cette transformation du discours? Alors, je voudrais d'abord dire que d'ores et déjà, les dirigeants chinois, en tout cas à l'intérieur de la Chine, considèrent que la Chine est la puissance numéro un au monde. Donc, ils considèrent déjà que c'est le cas. Mais si je vois cette différence entre Deng Xiaoping et maintenant Xi Jinping, il y a à la fois de la continuité et du changement. Pour comprendre tout ce qui se passe en Chine, il faut toujours partir de ce qui se passe à l'intérieur de la Chine. C'est un continent énorme. Il y a 1,5 milliard c'est un continent véritablement, donc la population. L'objectif de Deng Xiaoping au départ, après la révolution culturelle, c'était d'essayer de maintenir le Parti communiste chinois au pouvoir. Donc la révolution culturelle, il y avait une fatigue, il y a eu beaucoup de morts parmi l'élite, il y avait un mécontentement très grand. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que des Chinois à l'étranger, que ce soit la diaspora chinoise à Singapour ou que ce soit les Chinois à Hong Kong ou à Taïwan, ces économies étaient extrêmement prospères. Et donc, Deng Xiaoping, il se disait, voilà, nous, on est quand même la plus grande majorité des Chinois sont sur le continent que nous contrôlons. Si nous n'arrivons pas à faire aussi bien que ces pays-là, bien, le Parti communiste va perdre le pouvoir. Et donc, ils ont tout concentré sur le développement économique, et j'en dirai quelque chose par après. Et donc, la Chine était très pauvre à la fin des années 70, et maintenant, au bout de 40 ans de croissance miraculeuse, il n'y a pas que des points positifs, mais c'est une croissance assez extraordinaire, même au niveau de l'histoire de l'humanité. Ben voilà, la Chine a maintenant un PIB qui est grosso modo le même PIB que les États-Unis. La Chine est le premier exportateur mondial, donc c'est une puissance économique tout à fait certaine. Mais c'est une puissance aussi en devenir, parce que la population chinoise, c'est quand même 5 fois la population des États-Unis. Et donc, le PIB par tête reste encore bien entendu plus bas, mais il est certain que ça va augmenter et que donc la puissance économique de la Chine est appelée à devenir de plus en plus forte. Alors, il y a quand même 2 événements importants qui sont passés ces 10 dernières années, qui ont joué un rôle important dans la pensée des dirigeants chinois. D'abord, c'est la crise de 2008, qui était quand même une très, très grande crise, qui a surtout causé des dégâts dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, aux États-Unis avec l'effondrement partiel et momentané du système financier, des dizaines de millions de personnes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur maison, hein. C'était aussi une crise du logement. L'Union européenne qui a fait une politique d'austérité qui n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Bref. Et les Chinois, ils ont appliqué une politique keynésienne, ils s'en sont très, très bien sortis. Ça, c'est le premier événement. Et donc, ils ont considéré qu'ils ont géré beaucoup mieux que les autres pays la crise de 2008. Et deuxièmement, c'est le Covid, ce qui aurait pu devenir une catastrophe les premières semaines avec le développement du Covid en Chine. On parlait d'un nouveau Tchernobyl chinois, etc. Mais finalement, avec le confinement radical à Wuhan, ils ont réussi à complètement contrôler l'évolution du Covid, alors que le Covid s'est développé et est devenu une crise majeure aux États-Unis, mais également en Europe. Et donc, suite à ces 2 événements, notamment avec la mauvaise réaction occidentale face au Covid, les dirigeants chinois, ils ont véritablement exulté. Ils ont dit, voilà, maintenant, c'est le moment chinois, nous sommes arrivés, nous sommes là. Et il est clair que cette agressivité va continuer à s'exprimer.
il faut voir aussi quand même que derrière cette agressivité, il y a bien sûr l'assurance de la puissance. Ça, c'est très important. Et pour eux, c'est quelque chose de naturel. Si on est puissant, il faut montrer qu'on est puissant. Mais il y a quand même aussi un sentiment de revanche par rapport au 19e siècle, la diplomatie de la canonnière, la prise de Hong Kong, les concessions étrangères, etc. C'est quelque chose que les Chinois n'ont pas oublié. Ils appellent ça les 100 ans d'humiliation. Et donc, il y a une certaine amertume vis-à-vis des pays occidentaux qui se rajoute au sentiment de toute puissance. Voilà. La Chine des années 90 et peut-être du début de ce siècle-ci, et aussi dans l'esprit des décideurs occidentaux, semblait comme une candidate à la cooptation dans l'ordre libéral international. La date cruciale à cet égard étant en 2001 son admission dans l'Organisation mondiale du commerce. Et puis on a l'impression qu'il y a eu de part et d'autre un glissement. Du côté chinois, le fait qu'il n'était pas seulement candidat à être coopté, y compris coopté dans un éventuel G, je ne sais pas quel numéro auquel il pourrait participer au titre des autres grandes puissances, mais qu'ils étaient appelés à redéfinir les règles du jeu de cet ordre international. Et d'un autre côté, je crois qu'il y a le moment Trump dans l'histoire du monde, dans l'histoire des États-Unis en particulier, où Trump et ceux qui se en font les porte-parole disent cet ordre mondial que nous avons édifié, qui est depuis 1945, en particulier, qui fait mondialisé à partir après la disparition de l'Union soviétique, l'ordre du Washington Consensus, désormais, il joue contre nous, il joue contre les États-Unis, et nous n'avons plus en respecté les règles. Et je voudrais t'interroger là-dessus, c'est est-ce que tu considères que la Chine est un facteur de déstabilisation internationale ou un facteur qui compense l'instabilité qui a surgi de l'autre côté, du côté de l'ancien pôle hégémonique dominant, en particulier au cours des années Trump? Je pense que c'est essentiellement quand même un facteur d'instabilité à plusieurs égards. Je pense qu'on s'est trompé et je pense que Deng Xiaoping a très très bien joué quand il a dit gardons profil bas, parce qu'effectivement les réformes économiques ont été accueillies très positivement dans le reste du monde. En Chine, il y a quand même des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, et donc ça a été un miracle économique majeur. Mais on a pensé qu'il y aurait des réformes politiques, qu'il y aurait une certaine forme de libéralisation politique. Et finalement, Deng Xiaoping, lui, pour lui, ce qui comptait, c'était que le Parti communiste reste au pouvoir. Et pour cela, il fallait développer l'économie. Chaque fois qu'il fallait, il a réprimé, qu'il s'agisse du mur de la démocratie, tout au début des réformes, où effectivement les étudiants disaient nous voulons une cinquième démocratisation, une cinquième modernisation de la démocratisation, et il les a mis en prison. Après, il y a eu Tiananmen. Également, il n'a pas hésité à réprimer, il n'a pas hésité également à limoger le dirigeant du Parti communiste de l'époque, qui est resté en exil intérieur tout le restant de sa vie. Donc, je pense que on n'a pas très bien compris la nature du régime chinois. Et je pense que c'est très important pour comprendre tout ce qui se passe en Chine. Il s'agit d'une économie qui est devenue une économie de marché, une économie capitaliste. Il y a plein de signes de ça, mais avec un régime politique communiste. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le Parti communiste est au pouvoir. Le Parti communiste ne s'est pas retiré de la vie économique chinoise, simplement, le Parti communiste a utilisé ses instruments, ses leviers pour créer cette croissance. Et donc, ce qu'on a finalement, c'est un régime qu'on ne comprend pas encore tout à fait bien, mais nous avons une économie capitaliste, certes avec un secteur étatique plus développé qu'ailleurs, mais quand même le secteur privé est fondamental, qu'il s'agisse des petits commerces, qu'il s'agisse des entreprises rurales,
qu'il s'agisse même des secteurs exportateurs. Le secteur étatique reste limité à certains grands secteurs, etc. Donc, c'est vraiment une économie capitaliste de plein pied, mais sous la direction d'un parti communiste, un parti communiste qui est léniniste, qui utilise le centralisme démocratique, dont la doctrine est le marxisme-léninisme. Et donc, c'est un régime, bien sûr, aussi plutôt répressif. Mais c'est ça la nature du régime chinois. Alors, effectivement, les dirigeants chinois considèrent que ce modèle a très, très bien marché, puisqu'ils ont eu 40 ans de croissance économique très forte. Ils voient maintenant le déclin dans les autres pays. Ça ne veut pas dire, et là je pense que c'est quand même très important, autant la Chine devient une superpuissance, la Chine n'a pas des ambitions expansionnistes au niveau mondial. Elle ne cherche pas à prendre le pouvoir dans d'autres pays, à installer le même régime qui existe en Chine dans d'autres pays, qu'il s'agisse de l'Afrique, qu'il s'agisse de l'Asie centrale, etc. Ils n'ont pas du tout cette ambition. Par contre, ils veulent que le régime chinois reste stable, soit fort et rayonne à travers le monde. Et alors, quand même, ce qui est très, très important, et ça, ils l'ont dit depuis des décennies, ils veulent absolument reprendre le contrôle de Hong Kong et de Taïwan. Hong Kong, c'est fait maintenant depuis l'année passée, et Taïwan va être un problème absolument majeur, mais ils sont tout à fait décidés à reprendre Taïwan. Ça fait partie un petit peu du nationalisme chinois. Par contre, penser qu'ils voudraient introduire le régime qu'ils sont en train d'introduire maintenant à Hong Kong, qu'ils voudraient le faire en Thaïlande, dans d'autres pays, etc., je pense que ce n'est pas le cas. Ce qu'ils voudraient plutôt faire, et là il faut un peu comprendre la vision internationale des dirigeants chinois, ce qu'ils voudraient plutôt faire, c'est en fait revenir à ce qui se faisait à l'époque impériale, c'est-à-dire avoir un système international qui tourne autour de la Chine étant le centre du monde, c'est l'empire du milieu. Le mot Chine veut vraiment dire l'empire du milieu, et d'avoir des États tributaires, des États qui se soumettraient, qui montreraient respect à la Chine, qui ne contrediraient pas les paroles des dirigeants chinois, qui auraient du coup le droit de faire du commerce, et qui seraient considérés un peu comme des États satellites dans une hiérarchie tout à fait confucéenne où la Chine serait au centre et alors autour il y aurait des États sur lesquels ils auraient un certain contrôle. Je pense que ce qui se passe maintenant avec l'Australie est tout à fait intéressant, car l'agressivité de la Chine vis-à-vis de l'Australie peut être comprise comme une volonté de faire pression sur l'Australie pour qu'elle devienne un État tributaire. Et donc, c'est quelque chose qui est discuté. Disons, cet état, cette vision du système international est discutée parmi les dirigeants chinois, mais ils n'en parlent pas à l'extérieur. Peut-être que pour l'Australie, il y a deux explications possibles. Il y a une explication qui, étant donné la position géographique de l'Australie, la Chine considère elle doit se placer dans une position subalterne par rapport au sinocentrisme, au centre chinois, ou alors c'est le fait que l'Australie, dans la stratégie dite d'Indo-Pacifique, est associée au Quad avec les États-Unis, le Japon et l'Inde, et que la Chine peut le considérer comme étant l'État le maillon faible de ce quadrilatère, puisque c'est l'État le plus faible. Donc, avoir simplement une position stratégique, géopolitique, de frapper sur celui qui est le moins capable de répondre. Mais il n'y a pas de danger géopolitique avec l'Australie. C'est pour ça que je pense que cette vision du sinocentrisme, sans doute, s'applique un petit peu. Et bon, les États qui sont plus près de la Chine, ils ont peur. Donc, par exemple, en Corée du Sud, ils se rendent compte que, bon, ils ont des troupes américaines pour les aider face à la Corée du Nord, mais ils sont à côté de la Chine et ils sont obligés de coexister avec la Chine et ils ne savent pas combien de temps les Américains vont rester. Idem avec Taïwan, il y a une grande incertitude. Si jamais la Chine attaque Taïwan, et ce serait en dernière instance, si jamais ils attaquent Taïwan, quelle serait la réponse des États-Unis? Bon, et les États-Unis, ils ont une ambiguïté stratégique par rapport à ça.
Mais il est certain aussi, et là il faut voir un petit peu la position des États-Unis, ce qui s'est passé sous Trump n'est pas une anomalie. Les États-Unis ont toujours une tendance un peu isolationniste. Et le fait que Biden ait décidé de retirer les troupes d'Afghanistan, alors qu'il sait très bien que les talibans vont venir au pouvoir, est un peu en continuation de cette politique isolationniste. Donc, Trump, bon, était pas du tout diplomatique. Il voulait que les États-Unis fassent tout seul. Tous les autres étaient des ennemis, à part Poutine. Mais bon, Biden n'a pas nécessairement en tête que les États-Unis jouent un rôle si fondamental dans d'autres pays, hein, y compris d'avoir une présence militaire, etc. Je voudrais te relancer sur plusieurs points que, que tu viens de traiter. Le premier, tu dis à tout à fait à juste titre, c'est ce qui est commun entre les différentes périodes, c'est le pouvoir quasiment absolu du Parti communiste chinois. Mais ça, on peut dire depuis 70 ans maintenant, depuis 1950, c'est comme ça. Mais est-ce que, au-delà de cette réalité du parti et de son emprise sur la totalité de l'État et de la société chinoise, est-ce que sociologiquement, on ne peut pas penser que ce n'est plus la même chose, que le Parti communiste chinois des origines, c'était une sorte de bureaucratie révolutionnaire avec un projet de mainmise sur le pouvoir, mais dans une dynamique de transformation, et que désormais, en particulier depuis qu'on a adopté la théorie des 4 représentations, etc., c'est simplement le bloc dominant, un bloc dominant non démocratique, mais qui n'exclut pas l'existence souterraine d'un pluralisme régional, d'un pluralisme des groupes d'intérêt, et ainsi de suite, et qui n'est certainement plus dans une dynamique de transformation de la société. Bon, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, depuis la prise du pouvoir du Parti communiste en 1949, il y a eu des épisodes, par exemple le Grand Bond en avant, qui a causé des millions de morts avec les famines dans les campagnes. Il y a quand même la révolution culturelle avec tous les dégâts. Les universités ont été fermées pendant 10 ans. C'était un peu le chaos. Et là, le Parti communiste a été véritablement attaqué par les maoïstes. Et donc, finalement, c'est très intéressant parce que la bureaucratie communiste a finalement gagné. Il ne reste rien en Chine, disons, de la révolte de la base contre la bureaucratie communiste, etc. Finalement, ce sont les bureaucrates qui finalement ont réussi à rester au pouvoir. Mais alors, quand même, il faut savoir que le Parti communiste est présent à tous les niveaux de la société. Il est présent dans les entreprises, dans les universités, dans les quartiers. Et même s'il n'y a plus ce côté, disons, messianique, voilà, on va vous apporter le bonheur et tout, on va complètement changer, on va apporter le communisme, il y a quand même un contrôle très, très important qui se fait de toute la société par tout ce tissu politique du Parti communiste. Une différence quand même, ce que je dis est valable pour le côté est de la Chine, qui comprend 93% de la population. La moitié occidentale de la Chine, qui ne comprend que 7% de la population, n'est pas très bien contrôlée par le Parti communiste. Qu'il s'agit du Tibet, qu'il s'agit du Xinjiang, le parti est vu comme une puissance coloniale, en fait, comme une puissance d'occupation. C'est très mal vécu, mais ce n'est pas du tout le cas du côté, disons, de l'écrasante majorité de la population chinoise, qui quand même ont vu leur niveau de vie augmenter très très fort. Donc finalement, la légitimité du Parti communiste, c'est l'économie. Donc ils ont apporté ces changements économiques et cela joue beaucoup. Il se fait que chez les intellectuels, etc., qui ont pu aller dans les universités occidentales. Il y en a plein parmi les dirigeants chinois qui ont été dans les universités occidentales. Ceux-là sont dans une position plus délicate parce que
ils ne croient plus vraiment, ils ne croient pas du tout à l'idéologie communiste et ils sont pourtant des cadres dirigeants. Ils sont obligés de répéter des paroles auxquelles ils ne croient pas. C'est vrai, mais il se fait quand même que l'appareil est resté un appareil léniniste. C'est véritablement le centralisme démocratique, la politique du personnel est très, très poussée. Ils ont des contrôles informationnels sur des dizaines de millions de personnes. Donc c'est un appareil qui marche très, très bien en Chine. Et donc, il y a un peu des liens avec le confucianisme. Hein. Donc, à l'époque, il n'y avait pas du tout, à l'époque impériale, un appareil d'État comme celui-ci. Mais dans l'optique confucianiste, voilà, il y a des hiérarchies, il y a des rangs. Les gens doivent tenir leur rang et bon, il y a des gens du parti, puis il y a les rangs inférieurs, tout comme à l'intérieur des familles, voilà. Et donc, pour eux, c'est considéré comme quelque chose de relativement stable. Et comme l'économie marche bien, ben voilà, c'est soutenu. Ceci dit, quelque chose qui est quand même beaucoup plus inquiétant, chez les jeunes il faut voir maintenant, Tiananmen, c'était il y a 30 ans. Les jeunes qui maintenant ont 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu la crise de 2008, ils ont vu la réaction par rapport au Covid, et ces gens sont extrêmement nationalistes. Et c'est un nationalisme même de base, c'est un nationalisme qui n'est pas nécessairement toujours encouragé, surtout quand il n'est pas contrôlé. Mais ce nationalisme a comme base le fait que la Chine est devenue un pays prospère. C'est plus du tout un pays pauvre. Ces jeunes voient très bien quand ils vont visiter les États-Unis ou l'Europe, ils peuvent comparer l'état des services publics, l'état des routes, l'état des transports, etc. Ils peuvent le voir et ils sont très fiers de leur pays. Je veux dire, ça c'est quand même, chez les jeunes, c'est une mentalité très importante. Dans les années 2000, le grand concept que les Chinois avaient mis en circulation par rapport à leur accès au statut de grande puissance était celui de l'ascension pacifique. Et il y avait même une théorisation qui avait là un exceptionnalisme chinois qui pouvait éviter de devoir passer par les chemins impérialistes ou colonialistes par lesquels les pays occidentaux étaient devenus les grandes puissances et que c'était exclusivement par le biais de leur promotion économique et de leur statut dans l'économie mondiale que la Chine allait assurer son statut de grande puissance. Est-ce qu'on peut considérer que désormais c'est obsolète par rapport à ce qui serait une expression plus politique et plus idéologique du nationalisme? Mais cela dépend en fait. Hein. Je pense que parmi les dirigeants, c'est quand même encore toujours cette idée de rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir, il faut continuer à fournir de la croissance. Et pour fournir de la croissance, il faut être extrêmement intégré dans l'économie mondiale. Donc, je pense que si jamais du jour au lendemain, et ce ne serait pas une bonne chose d'ailleurs du tout pour l'économie mondiale, si jamais il y avait une coupure avec la Chine, il y avait un découplement total entre l'économie chinoise et le reste du monde, ça serait assez catastrophique du point de vue économique. Mais donc, les Chinois, pour ça, ils se disent, tant qu'ils arrivent à produire de la croissance, eh bien, voilà, le parti peut rester au pouvoir, il a la légitimité. Et dans quoi est-ce que ça se traduit? Bien, la route de la soie, la fameuse initiative Belt and Road, c'est pour créer des infrastructures un peu dans différents pays, de façon à faciliter les importations de matières premières vers la Chine. Et ce n'est pas pour rien qu'ils s'investissent assez bien en Asie centrale, en Afrique, c'est dans des pays où il y a beaucoup d'importations, et ils veulent l'obtenir par le commerce, pas du tout en prenant le pouvoir dans ces pays-là. Donc, il n'y a pas de colonialisme comparable au colonialisme des 500 années précédentes. Donc, dans ce sens-là, c'est tout à fait différent. Par contre, à partir du moment où on devient plus puissant économiquement, ben, il est normal que ça se traduise en termes politiques. Je vais donner un exemple. Ces fameuses routes de la soie, eh bien, c'est des routes qu'il faut protéger. Et donc, pour le moment, la Chine a 2 bases navales au niveau international, alors que les États-Unis en ont des dizaines. Eh bien, les dirigeants chinois ont tout à fait l'intention, et vont le faire, de créer, d'obtenir des concessions de certains pays pour pouvoir construire des bases navales au même titre que les États-Unis.
ça ne veut pas dire à nouveau qu'ils cherchent à prendre le pouvoir dans ces pays-là. Ça fait partie de cette stratégie de développer l'économie chinoise et de garder, disons, une santé à l'économie chinoise, qui est la seule, pour le moment, garante du pouvoir, puisque l'idéologie est morte. Hein. La pensée Xi Jinping, c'est très faible. L'éducation au communisme, bon, c'est très faible également. Donc, les dirigeants ne croient plus eux-mêmes. Je veux dire, il y a, à la base, oui, on y croit peut-être, mais les dirigeants n'y croient plus vraiment. Par contre, l'économie a porté la prospérité, c'est quelque chose où quand même les Chinois sont reconnaissants au parti et ça leur donne de la légitimité. Du coup, évidemment, toutes ces initiatives internationales peuvent être vues comme une tentative de prendre, disons, d'hégémonie, mais il ne faut pas exagérer. C'est une stratégie essentiellement nationale. Mais étant donné la taille de l'économie chinoise, étant donné la taille de la Chine, elle est en train de siphonner pour le moment les matières premières du monde entier. Et bon, il y aura des réactions, bien sûr, tôt ou tard. C'est pour ça qu'ils veulent en partie mettre des bases navales et des bases militaires le long de leur route de la soie. Mais il y a la transformation de la puissance militaire chinoise d'une puissance terrestre en aussi l'édification d'une puissance militaire maritime, hein, avec le plan actuel de construction, de lancement d'un nouveau porte-avions tous les 3 ans. Si on rattache cette expansion de la puissance maritime avec le débat qui n'est pas nouveau, mais qui est sur la question de la liberté de navigation. Est-ce que ça relève du droit international et qu'il est inconditionnel dans les mers du Sud, ou qu'au contraire, il y a le principe que c'est comme qui est la thèse officielle chinoise, que c'est une concession qu'ils font de laisser passer les flottes des autres pays parce qu'ils considèrent que ce sont leurs eaux territoriales avec le système des pseudo-îlots qu'ils ont édifiés. Est-ce qu'on ne peut quand même pas se poser les questions si la Chine, effectivement, n'est pas engagée dans une expansion territoriale vis-à-vis de ses voisins, qui a néanmoins un projet d'expansion, en tout cas en Asie orientale, au niveau maritime? Bon, je peux me tromper, hein, je peux me tromper en ce qui concerne la mer du Sud, mais je pense qu'il y a 2 facteurs qui jouent. Un, il y a énormément de pétrole. Et donc, les Chinois en ont besoin. Et donc, en faisant valoir ces vieilles cartes géographiques, disant, voilà, c'est à nous, hein, ils vont prendre possession de ces ressources naturelles. Et de l'autre côté, c'est un peu défensif, hein, ils ont étudié ce qui s'est passé avec le Japon avec la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a eu le blocus contre les importations de pétrole au Japon qui ont véritablement étouffé l'économie japonaise et ont un peu poussé les militaristes à envahir le reste de l'Asie, pas seulement la Mandchourie, mais envahir le reste de l'Asie pour pouvoir avoir accès à des routes commerciales. Et je pense que chez les dirigeants chinois, ce facteur-là joue aussi. De là qu'ils veuillent bloquer l'accès aux autres, je pense, c'est pas du tout l'intention, mais ils veulent certainement garder le contrôle des mers du Sud. Et je pense que ce que j'ai dit sur les bases navales chinoises, c'est la même logique. Hein, c'est la même logique. C'est une façon pour eux défensive de permettre le commerce international chinois. Voilà. Oui. Si tu pousses cette logique plus loin, ça peut aller plus loin géographiquement aussi. Ça peut aller jusqu'au golfe Persique à ce moment-là, par rapport mais ils ont une base leur réseau navale au pétrolier. Djibouti, ils ont une base navale maintenant au Sri Lanka, ils vont en avoir partout. Donc, partout où il y aura des importations chinoises, ils vont vouloir effectivement mettre des bases militaires de façon à contrôler les importations, de façon à éviter qu'il y ait une crise politique qui puisse fermer le robinet, disons. Voilà, c'est au Pérou, je veux dire, on le voit partout, mais c'est quelque chose qui est économique. C'est quelque chose qui est économique, qui est lié aux besoins de l'économie chinoise. Il n'y a pas la volonté, disons, d'introduire une gouvernance chinoise. D'ailleurs, ils se rendent bien compte que la culture confucienne, qui est quand même assez importante en Chine, n'est pas
peut pas être reproduite dans d'autres pays, même les Philippines. Mais aussi, dans cette logique confucéenne, étant la puissance numéro un, il est normal que les autres pays vous respectent. Et si les autres pays ne vous respectent pas, bien, vous leur faites comprendre. Et donc, un peu la logique des Wolf Warriors, cette agressivité incroyable du personnel de la politique extérieure chinoise, ressort un petit peu de ça. Et c'est très populaire en Chine parce que se dit, voilà, nous, on est les premiers, ces petits arrogants, on va leur montrer, on va leur rabattre le caquet, comme on dit en volant. Je voudrais revenir sur un autre point que tu as abordé. Tu as rappelé que le grand bond en avant et la révolution culturelle avaient été deux moments historiques de tragédie humaine et de déstabilisation du pouvoir du Parti communiste qui l'avait mis dans une situation extrêmement difficile, et que par la suite, Deng Xiaoping a introduit des règles, des procédures, des mécanismes, peut-être que tu pourras un peu expliciter pour assurer la stabilité à l'avenir, y compris la stabilité dans la succession des équipes dirigeantes. Et on entend parfois dire que le pouvoir personnel que cherche à s'attribuer ou qu'a commencé à s'attribuer Xi Jinping est un nouveau facteur déstabilisant par rapport à la situation qui a duré pendant 20 ans, à partir disons, du troisième plénum de 78, où la reproduction des équipes dirigeantes fonctionnait sans trop de heurts. Non, absolument. Bon, il y a plusieurs choses quand même. Bon, les dirigeants chinois se sont rendus compte que l'économie socialiste, l'économie planifiée socialiste, ça ne marchait pas, même quand elle fonctionnait mieux dans les années 50. Et donc, ils ont voulu introduire le capitalisme, mais sous la direction du Parti communiste, avec toutes les contradictions que ça peut comporter. Mais ils ont également innové. Ils ont innové. Donc, par exemple, pour la question de la succession, ils ont introduit la pension obligatoire. Donc, à partir d'un certain âge, on ne peut plus être candidat pour être au comité central. À partir d'un certain âge, on ne peut plus être candidat pour être bureau politique, etc. Donc, Wang Qishan, qui était le principal conseiller de Xi Jinping, qui était au bureau permanent du bureau politique. Maintenant, il est vice-président de la Chine, mais il n'a pas pu être réélu à son poste. Donc, ça, c'est une règle qui reste. Mais il y a quelques autres règles qui ont été mises en place, notamment par Deng Xiaoping. C'est l'idée que le dirigeant désigne à l'avance non pas son successeur, mais le successeur de son successeur. Et donc, c'est une idée un petit peu pour dire, ben voilà, on sait très bien, voilà, maintenant pendant 10 ans, on va voir Hu Jintao et Wen Jiabao, mais après ça, ça sera au tour de Xi Jinping et Li Keqiang. Et Hu Jintao, il avait nommé 2 personnes. Et normalement, ces gens auraient dû se retrouver au bureau permanent du bureau politique. Et Xi Jinping n'a absolument pas l'intention de respecter la règle de succession qui avait été établie. Il n'a pas l'intention de respecter la règle de consensus à l'intérieur de la direction chinoise. Et tout ça est bien sûr source d'instabilité. Tout ça est source d'instabilité. Il faut voir que le succès, aussi le succès économique et politique, leur monte à la tête. Et ils ne voient pas des crises potentielles possibles. Et c'est vrai que tout ça est déstabilisant. 2022 sera une année super importante parce que c'est l'année où Xi Jinping est supposé avoir fait ses 10 ans et donc doit être remplacé. Il a fait comprendre qu'il ne voulait pas, mais il y a beaucoup de cadres dirigeants qui ne sont pas contents et qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, il y a mécontentement qui s'exprime. Dans les années 80, à 2 reprises, il y a des dirigeants importants, d'abord le secrétaire général Wu Yaobang et puis Zhao Ziyang, qui ont exprimé une dissension et une sensibilité, disons, à une plus grande libéralisation, enfin une plus grande, une certaine libéralisation. Or, on a l'impression que désormais, ce scénario d'une répercussion à l'intérieur de l'appareil dirigeant du parti d'aspiration à l'ouverture dans la société est définitivement fermé.
qui ne pourrait pas se reproduire, ou bien tu penses que c'est toujours possible, mais que ça, pas, on ne le perçoit pas avant que ça ne se produise? Non, à l'heure actuelle, je ne pense pas. À l'heure actuelle, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, Hu Yaobang et Zhao Ziyang ont pensé qu'il pourrait y avoir une certaine libéralisation politique. Clairement, Wen Jiabao a parlé de ça. Il a encore écrit ça récemment dans ce petit opuscule à Macao. Mais ça, je pense, non. Je pense qu'il y a vraiment une reprise en main du parti, une reprise en main de la doctrine léniniste, du centralisme démocratique, de l'impossibilité de parler ou de faire des fractions à l'intérieur du parti, de ne pas, de ne pas donner son opinion, même si elle contredit celle des dirigeants en dehors du parti officiellement, etc., etc. Donc, il y a clairement une reprise en main. C'est ça le pari. Le pari est de dire que voilà, on peut avoir un parti léniniste qui est au pouvoir, qui dirige une économie capitaliste, et on va utiliser ce système, cet appareil, pour continuer à rester au pouvoir et à gérer les crises qui vont venir. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout une possibilité d'ouverture dans l'état actuel. On aurait pu penser à un moment donné qu'il y aurait une évolution vers une certaine libéralisation, mais cette porte-là est complètement fermée. Les dirigeants chinois ont peur que s'il y a un Gorbatchev chinois qui vient au pouvoir à un moment donné après Xi Jinping, que le Parti communiste va imploser et qu'à ce moment-là, ça va être le chaos à l'intérieur de la Chine et donc manque de stabilité, etc. Donc, je pense que ça, c'est effectivement tout à fait fermé à l'heure actuelle. Ce qui pourrait avoir, je pense, la seule chose qui pourrait y avoir, c'est que Xi Jinping soit remplacé à un moment donné par un autre dirigeant qui ait des sensibilités un petit peu différentes, qui soient moins idéologiques, qui soient moins nationalistes, mais ce sont des nuances. Hein. Je pense que la Chine telle qu'elle est, son rôle dans le monde, la trajectoire est celle que l'on voit sous nos yeux. Mais un enjeu essentiel pour la Chine, c'est la réunification ou la récupération de Taïwan. Depuis, en tout cas, Deng Xiaoping, ils ont misé sur l'extension du principe un pays, deux systèmes qui avait été appliqué à Hong Kong pour, pour l'appliquer à Taïwan. Or, la répression actuelle à Hong Kong rend complètement vaine cette perspective et la possibilité même de jouer encore sur ce discours. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'irrationnel du point de vue même de la stratégie chinoise? En renforçant, comme ils l'ont fait, la répression et en annulant leurs engagements par rapport à Hong Kong, ils se sont coupés les mains par rapport à la possibilité d'avancer sur la question de Taïwan. Oui, on peut dire que c'est une erreur. On peut dire que c'est une erreur. Et je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants à l'intérieur du Parti communiste qui pensent la même chose. Effectivement supprimant le système de un pays, deux systèmes à Hong Kong, évidemment, il est devenu impossible d'avoir une réunification pacifique avec Taïwan. Ça, c'est certain. Je pense que les dirigeants y ont pensé, ce qui veut dire que la possibilité d'une réunification par occupation militaire ou par pression, ou en tout cas qui ne soit pas pacifique, est de plus en plus, est clairement de plus en plus probable. Mais c'est certainement, on peut dire que c'est une erreur du point de vue des dirigeants. Ils étaient très fiers, par exemple, de l'accord économique avec l'Union européenne. Et puis, en sanctionnant des membres du Parlement européen, ben, ils l'ont rendu impossible. C'est clairement aussi une erreur qu'ils ont commise. Donc, ils commettent pas mal d'erreurs. Hein. Oui, et tu n'as pas de clé d'explication de ces erreurs. Je veux dire que précisément, il y aura… Je pense qu'en grande partie, il y a une espèce d'ivresse du succès. Il y a une ivresse du succès, le fait de voir comment le monde réagit tellement mal par rapport au Covid, le fait que la Chine s'en sort tellement mieux,
le succès de la Chine, le déclin, le déclin des États-Unis. Hein, Trump, c'était absolument horrible, mais même l'Union européenne ne compte pas tellement politiquement. L'Union européenne, ils veulent faire du commerce, tant qu'ils font du commerce, ça va, mais ça ne joue pas un très grand rôle. Donc, il y a véritablement le succès leur monte à la tête. Et du coup, comme le succès leur monte à la tête, ils pensent qu'ils peuvent faire des choses et il est tout à fait possible dans les 5 années à venir qu'il y ait une aventure militaire vis-à-vis de Taïwan. C'est tout à fait possible, je ne l'exclus pas du tout. Est-ce que les États-Unis vont réagir? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que les stratégies militaires chinoises par rapport à Taïwan tiennent compte d'une intervention militaire américaine sur Taïwan. Les répercussions internationales, ça c'est autre chose et je pense qu'ils n'ont certainement pas du tout bien pensé à cela non plus. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un débat dans les milieux qui conseillent la direction politique, où on voit une série de positions se profiler. Je dirais, un pôle, il y a cette idée qu'il faut sortir de l'unilatéralisme de Trump et construire, sous le leadership américain, un front des démocraties, reconstituer un front des démocraties dirigé contre la Chine. À l'autre extrême, il y a cet article dans le dernier numéro de Foreign Affairs, qui est un article de Haas et de, comment il s'appelle, Cushman, donc à la fois mieux républicain et démocrate, qui dit qu'il faut recréer un concert des nations pour gérer l'ordre international, en sachant que ça ne peut plus être un concert de nations purement démocratique. Donc, on est entré dans un ordre international post-libéral et il faut dialoguer et associer des pays non libéraux comme la Chine et la Russie à la gestion du monde. Bon, et donc, puis toutes les positions intermédiaires qui peuvent exister. Est-ce que tu penses que ce débat peut encore durer longtemps et qui peut influer, suivant tel ou tel courant qui prendrait le dessus sur les positions et les courants en Chine même? C'est un peu complexe parce que prenons ce cas d'alliance des démocraties. Est-ce que cela inclut l'Inde, qui évolue vers la non-démocratie? Est-ce que cela inclut la Turquie? Est-ce que cela inclut la Hongrie, la Pologne? Bon, alors donc voilà, si c'est les démocraties, est-ce qu'on inclut ces pays-là? Ou bien comme ces pays-là peuvent aider éventuellement par rapport à la Chine, on veut les inclure, mais alors ce n'est pas vraiment les démocraties. Donc il y a beaucoup de flou là-dedans. Je pense que le régime chinois reste relativement stable, donc il n'y a pas l'idée que l'on puisse influencer par l'extérieur le régime chinois ou bien même le faire tomber, c'est une totale illusion, donc on doit vivre avec. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité fonctionne quand même relativement bien. Et au moins, ce sont des endroits où il peut y avoir un dialogue. Ce qui est quand même important lorsqu'il y a des conflits de ce type, c'est que le dialogue diplomatique existe et continue. Et il faut quand même remarquer qu'à l'époque de la guerre froide, où les conditions étaient quand même très, très différentes, où le bloc soviétique, c'était une économie à part, il y avait quand même des dialogues constants par rapport au désarmement. Et ça serait souhaitable par rapport à la Chine. Je pense quand même, je voudrais rajouter que la tendance isolationniste des États-Unis va continuer à être là. La différence entre Biden et Trump, c'est que Trump a dit les Américains sont les meilleurs, ils doivent tout faire tout seuls. Biden dit, voilà, nous, on a beaucoup d'alliés, on veut aider nos alliés, mais nos alliés doivent faire quelque chose. Donc, on ne va pas se substituer à nos alliés. Si nos alliés ont besoin de nous, on est prêt à discuter, mais quand même, il faut savoir que dans le public américain, l'isolationnisme est très, 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 très fort. Pourquoi envoyer mes enfants se faire tuer pour sauver Taïwan? Pour la démocratie, je pense qu'il y a peu de gens qui pensent ça maintenant aux États-Unis.
Donc, c'est la réalité. Alors, je vais te poser une dernière question. Comme tu parles à l'UPJB, donc une organisation juive dont tu sais sûrement qu'elle est très sensible à la question palestinienne, avec la dernier conflit maintenant en Israël-Palestine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, et ça a été relayé dans la presse chinoise, a dit puisque les Américains, depuis tellement de décennies, ont totalement échoué à exercer une médiation pour résoudre le conflit, euh, nous invitons à Pékin, Israéliens et Palestiniens, à envoyer leurs représentants pour négocier sous notre auspice pour résoudre leurs problèmes. Est-ce que tu penses que c'est purement de la propagande ou il y a quelque chose à prendre au sérieux là-dedans? Non, je pense que les Chinois se disent, voilà, nous sommes maintenant la puissance numéro un, on veut intervenir pour un peu aider les autres, mais il manque totalement d'expérience. C'est quelque chose que je n'ai pas dit. Je connais assez bien la Chine, je vais très souvent en Chine, et la qualité du personnel économique, c'est-à-dire ceux qui sont dans la banque centrale, les banques, le ministère des Finances, etc., etc., est beaucoup plus éduqué et a une bien meilleure connaissance du monde que les gens qui font la politique extérieure, qui sont finalement des bureaucrates qui ont très peu de connaissances du monde. Donc, ils vont peut-être essayer, mais de là résoudre le problème, bon, il ne faut pas rire, quoi. Ok. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Peut-être on peut voir s'il y a des questions des participants. Alors oui, il y a une question. Quelle est la place aujourd'hui des mouvements sociaux, notamment sur les questions de l'environnement et aussi dans les entreprises? Alors, bon, il faut savoir que la Chine est un continent. Il y a constamment des protestations en Chine. Il y a des protestations, que ce soit contre un dirigeant qui a maltraité quelqu'un, un policier qui a été violent, contre la pollution, ou bien le scandale avec le lait qui était empoisonné, etc. Donc, il y a énormément de protestations en Chine. Les dirigeants chinois, en fait, tolèrent ces protestations parce que ça leur donne de l'information sur ce qui se passe à l'intérieur de la Chine. Ils auraient les possibilités, avec les forces policières qui ont été fortement accrues ces 20 dernières années, ils auraient la possibilité de tout réprimer. D'ailleurs, quand il y a eu le printemps arabe, on a parlé à un moment donné d'un printemps jasmin, il a été réprimé dans l'air tout de suite, tout de suite. Par contre, quand il s'agit de protestations locales, pour des sujets finalement relativement locaux, et ça peut concerner les entreprises. Par exemple, il y a la sécurité hygiène est très, très mauvaise. Dans beaucoup d'entreprises chinoises, il y a des morts dans les entreprises, dans les mines, etc. Et il y a du coup des protestations. Ces protestations ont lieu. Et peuvent avoir un effet utile à condition qu'elles ne deviennent pas des mouvements politiques. Dès le moment où un quelconque mouvement social prend une allure politique, à ce moment-là, il est réprimé. Donc, ça existe et ça fait partie un petit peu du système informationnel que les dirigeants chinois se sont donnés. En tout cas, ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Il n'est pas impossible que le régime va devenir plus totalitaire, disons, et dans ce cas-là, les gens auront peur de s'exprimer. On l'a quand même vu dans le cas du Covid, il y avait quand même une peur de s'exprimer de beaucoup. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ces mouvements sociaux à l'avenir. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va continuer à les laisser s'exprimer ou pas? Je ne sais pas. Et l'environnement? Oui, mais c'est la même chose. Il faut savoir que en Chine, les rivières sont polluées, l'air est très, très mauvais. Et donc, il y a eu des protestations là-dessus. Il faut savoir aussi que pour l'environnement, il y a pas mal de mesures qui sont prises ces dernières années, précisément parce que les gens sont mécontents. Les maladies bronchopulmonaires se développent énormément. Et donc, il y a une certaine réaction par rapport à cela. Il y a d'autres questions? Pas pour le moment.
Non. Alors, Ok. on va peut-être conclure. Bah, Voilà. écoute, Gérard, je te remercie beaucoup. Moi, ça m'a très vivement intéressé. Voilà, on Voilà. pourra continuer ces Oui, discussions. peut-être. À Ok. bientôt. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Voilà.